Soyu, emanate lustar, da blu fraqueiro, malaldia, lume que pôs, que dá na portal, a la vez escutar, um amigo Maria. Vous avez regardé dans sa chambre? Ah, mais je la vois là-bas. Mais Madame Boudelaine, qu'est-ce que vous faites sous ce salon noir? Venez avec moi. Prenez ma sauce tricot. Venez, venez. Par ici. Le spectacle va commencer, le spectacle sur la fin de vie. Fin de vie, F-A-I-M. Mais d'ailleurs, c'est quoi ce tricot? Il est très joli, il y en a une sacrée longueur. Oui. Ah, mais je sais, c'est le tricot qui a été réalisé par tous les résidents de tous les EHPAD du secteur. Il me semble que c'est pour le docteur, c'est ça? Pour moi. Oui. Hein? Ah oui. Merci. Tout le long de la vie, on avance sur le chemin. On apprend à aimer, on apprend à être aimé. Et on avance avec des joies, avec des peines, des doutes, des espoirs. Mais on avance toujours. Puis un jour, le chemin rétrécit et le pas ralentit. Les accidents de la vie, la maladie. Combien ces moments sont difficiles. Après un long combat, on descend.
On s'enfonce, on sent que la vie s'échappe. Tristesse, joie, silence, pleurs, rire, inquiétude. Tout passe dans nos yeux et dans nos cœurs. Au bout de chaque jour, au bout de son voyage, il savait. Nous savions que la médecine ne pouvait plus rien faire face à la maladie, hormis la gestion de la douleur et de l'angoisse. Au bout de chaque jour, au bout de son voyage, sur ce chemin rempli d'inconnus où il faudra quitter celui qu'on aime, vous nous avez aidés à être là, juste là, laisser tomber nos bras et puis se laisser prendre quand il ouvrait les siens.
docteur. Bonjour, madame. Je suis la sœur de madame Cazenave qui vient d'arriver. Votre sœur a bouché un petit vaisseau qui faisait vivre son nez. Et par-dessus s'est rajouté un saignement. C'est très grave. C'est ce que l'on appelle un AVN. Actuellement, elle ne parle plus. Elle est aphasique. Elle est paralysée de tout le côté gauche. Elle a une hémiplégie. Il est à craindre qu'elle ne parlera plus jamais comme avant. Qu'elle ne marchera plus jamais comme avant. Voire même, il y a un risque que son nez s'arrête. Les prochains jours vont être déterminants. Mais enfin, mais elle ne bougera plus. Elle ne parlera plus. Mais enfin, mais docteur, mais ma sœur est violoniste. À quoi sert un corps sans parole et sans mouvement? C'est comme si vous demandiez à ces violonistes, oui, vous, là, voilà, posez vos archers, de jouer sans leurs archers. Allez-y, oui, allez-y, posez. Ou à cette danseuse-là, de danser sans ses jambes, ou avec un déambulateur. Mais enfin, mais docteur, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La perte d'autonomie. C'est un fléau énorme. Avant, j'étais en contact permanent avec les gens, de par mon commerce, et aussi de par le sport, le basket. Et puis, j'ai fait 2 AVC. J'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, le temps continuait de passer, et à ma sortie, était venu le temps de la retraite. Et avec la perte de tous mes contacts. À l'hôpital, on subit déjà cette perte d'autonomie. On se sent diminué dans les gestes de la vie quotidienne. C'est dur. On n'est plus maître de soi, on subit, on ne peut plus faire seul. On peut juste dire « je voudrais ça, j'aimerais ça ». On est dépendant des autres à 200%. On est tributaire des autres et heureusement, les autres sont toujours là. Moi, je me dis qu'il vaudrait mieux rester jeune plus longtemps. Maintenant, je voudrais mourir. Je voudrais qu'on me laisse aller, comme la vie l'a décidé. Je ne veux pas être une charge pour ma famille, car quand on devient une charge, on attrape un mauvais caractère. Qu'est-ce que c'est qu'être une charge pour sa famille? C'est difficile à évaluer. Être une charge, c'est une fatigue pour eux. C'est moral et physique. Je ne me rends pas compte si je suis une charge pour eux. Pour l'instant, finalement, non. Non, je ne suis pas une charge et il y a encore un plaisir modéré à vivre. Comment allez-vous, Madame Bordonnage, aujourd'hui? Vous perdez la boule, docteur. Madame Bordogaraille, excusez-moi.
voudrais sortir, respirer l'extérieur. Je n'en peux plus d'être dans cette chambre, docteur. Est-ce que vous vous sentez de venir avec moi? Je vous amène au soleil. Venez. On n'est pas bien là. Mais, docteur, mais ma parole, mais elle dort. Oh, docteur, oh, dites-moi, docteur, vous m'en donnez encore pour combien? C'est difficile à dire. Au maximum. Comme je vous l'ai expliqué, Madame Bordegaraille, votre nez, devenu doré, montre que vous avez la maladie de Charcot et qu'elle vous paralyse progressivement. Vous ne répondez pas à ma question, docteur. Combien vous m'en donnez encore? Au maximum? Au maximum. 3 mètres. C'est pas une grande quantité, ça, 3 mètres. Ça dépend. Si le trait est bien rempli, c'est toujours mieux que si le trait est fin. Ok. On va faire un trait épais avec des clarinettes. Je ne veux que des clarinettes. Pas évident, docteur, de faire un trait épais avec ce nez doré. Il me fait perdre un peu de force tous les jours. Tous les jours, je sens que je perds un peu et un peu. Comme si, petit à petit, j'étais enfermée dans une cage. Est-ce que vous vous souvenez, d'ailleurs vous deviez y réfléchir, que nous avions évoqué la véanie tambour, la trachéotomie tambour, alors c'est sûr, hein. En revanche, la véanie, la trachéotambour, jamais ne remplaceront votre nez devenu doré. Mais ils peuvent vous aider à respirer, par exemple. Je ne sais pas trop, docteur. Non. Je préfère le son de la clarinette. C'est mon son, même s'il est de plus en plus faible. Je crois que pour que le trait soit bien rempli, il faut des clarinettes. Que des clarinettes. Voilà.
Je sens que je change. Ma maladie neurologique évolue et me limite dans certains gestes. Je ne peux plus participer aux activités manuelles, par exemple, alors que j'aimais ça. Je vais quand même aux ateliers du groupe car la compagnie me plaît. On se retrouve souvent les mêmes et j'aime observer. Je prends plaisir à regarder Marie coudre sur sa vieille machine. Ma mère avait la même. Ou Annick qui invente ses règles à la partie de cartes pour pouvoir sortir gagnante. Je dors beaucoup. Ça ne m'inquiète pas. Cela me permet de faire passer le temps. La souffrance, la douleur, ce n'est pas supportable. Je suis rassuré car je sais que l'on pourra me faire quelque chose. Les enfants sont avertis que s'il faut augmenter les doses, il faudra les faire. Je veux juste rester un petit peu plus et quand je ne pourrai plus, je vous le dirai. Et il faudra me rendre consciente que je n'ai plus ma tête. Je compte sur vous, docteur, pour toutes ces choses. En principe, vous me donnez combien de temps? Je suis lucide. Je n'en veux pas beaucoup. Bonjour, monsieur Bourdonnard. Comment ça va? Tiens, bonjour docteur. Lucie, J'arrive. viens, le docteur est là. Bonjour, Lucie. Bonjour docteur. Ça va? Ça va, merci. Venez avec moi, monsieur Bourdonnard. Merci, Lucie. Installez-vous. Oui. Bon, comment ça va aujourd'hui, après votre dernière séance de chimio et de rayons? Épuisé, docteur. Ça m'a tué, ce traitement. Et puis, regardez, mon nez, il a encore augmenté de volume. Bon, justement, monsieur Bourdonnard, j'ai le résultat du scanner qui évalue l'efficacité sur votre cancer du nez. Bon, je ne vais pas vous mentir. Votre cancer du nez continue à grossir. En fait, je ne vais plus pouvoir vivre comme avant.
Bordonnat, j'ai un nouveau traitement. Oui, oui, docteur, un nouveau traitement. Ce n'est pas de la chimie. Ça s'appelle la drapothérapie. Ça vient du fond de la salle. Du fond de la salle. Avec ce nouveau traitement, il y a quelques inconvénients et des effets secondaires. C'est pas faux. En fait, je ne peux plus continuer à vivre de la même façon. C'est pas faux. Oh, ça m'est très triste. En fait, je pense que si je ne peux plus vivre comme avant, ce traitement, est-ce qu'il est possible qu'on ne le fasse pas? Est-il possible que je le refuse? Oui, monsieur Bordonnat, c'est possible. C'est votre vie. Alors, non, je n'en veux pas. Oh non! « 1er septembre 2017. Le verdict est tombé. Cancer du poumon. J'ai 74 ans en tant que fumeuse. J'ai toujours eu la menace de cette maladie. Paradoxalement, le choc a été rude. Pourtant, j'ai arrêté la cigarette il y a 5 ans. Mon père est parti à 60 ans, ma sœur à 58 et mon frère à 68 ans. Malgré la chimiothérapie, dans des souffrances difficilement supportables. Pour moi, c'est la double peine. J'ai donc refusé tout traitement. Je ne suis pas une battante car je connais très bien l'issue fatale. Pas de faux espoirs. Je demande à quitter la vie sans trop de douleur et avec l'aide de médecins. Si la souffrance est trop grande, j'aimerais la sédation, voire un coma profond. Pour le moment, ça va. Le problème, c'est que je n'avais pas prévu un tel impact autour de moi. Mes enfants, mon mari, ma famille sont impuissants et inquiets malgré leur gentillesse et leur attention. Si seulement je pouvais les consoler. En attendant, on profite du présent et du bonheur d'être ensemble. Pardon pour la peine que je provoque et un grand merci pour l'affection que je reçois en cette fin de vie. Cela me touche vraiment et me fait chaud au cœur. J'en ai besoin. J'en ai besoin.
monsieur tout le monde. Bonjour. Alors, monsieur tout le monde, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien voilà, docteur. S'il vous plaît, madame. Monsieur tout le monde, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, vous savez, pour moi, tout va bien. C'est ma fille qui s'inquiète, mais à mon âge... Oui, docteur, voilà. Je vous amène mon père parce que je suis très inquiète. J'ai l'impression que son nez diminue de jour en jour. Ah, et ça fait combien de temps que vous avez remarqué ça? Oh, ça fait à peu près 6 mois, hein, papa? Ça fait 6 mois, hein? Bon, si tu le dis, mais tu sais, à mon âge... Bon, écoutez, on va lui faire passer un test pour évaluer les fonctions cognitives de son nez. C'est un test qui est noté sur 30, monsieur tout le monde. Et en fonction du résultat, on verra s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Ah, mais on est inquiet, docteur. On est très, très inquiet. Écoutez, mardi, il est allé faire des courses. Il a oublié sa voiture sur le parking du magasin. Il est rentré à pied. On va mesurer quoi exactement, docteur? Écoutez, on va évaluer sa capacité à mémoriser des mots, à calculer, à s'orienter dans l'espace. Mais on va également évaluer sa capacité à jouer correctement de sa flûte. La flûte, c'est bien son instrument. Oui, oui, oui. Bien. Le test de la flûte. Pour commencer, on va voir comment monsieur tout le monde fait les doubles croches et les triolets de noir. Ensuite, monsieur tout le monde, je vais voir comment vous lisez la clé de fa et la clé d'ut. En plus de la clé de sol, bien évidemment. Et pour être tout à fait complet, on va regarder sa maîtrise des sauts écarts et des entrechats. En fait, tout ce qui fait la richesse d'un nez en parfaite santé et qui permet à une personne de vivre en totale autonomie. Eh bien, si je m'attendais à devoir faire tout ça, à mon âge... Bonjour madame. Bonjour, docteur. Bonjour monsieur tout le monde. Bonjour. Bon, voyons les résultats de ce premier test. Oh, ben écoutez, vous avez obtenu la note de 27 sur 30, monsieur tout le monde. C'est vraiment très bien. Non, vraiment, madame, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vous reverrai en consultation dans 6 mois, monsieur tout le monde. Tu vois, je te l'avais dit. C'est l'âge, hein.
très inquiète. J'ai l'impression que son nez a encore diminué ces 6 derniers mois. La semaine dernière, il est sorti se promener. Il s'est perdu, c'est un voisin qui l'a ramené. Bon, on va regarder les résultats du dernier test. Effectivement, le test montre un score de 16 sur 30. Je vois que votre papa n'est plus du tout capable de jouer du ternaire. Ah, en revanche, je vois que vous maîtrisez encore bien les noirs pointés, monsieur tout le monde. C'est bien ça. En revanche, même les toupies, il a du mal à les maîtriser. Et malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun traitement réellement efficace. Tu vois, à mon âge. Le dernier test fait état d'un score de 11 sur 30. Votre papa ne maîtrise à ce jour plus aucun saut. Et il n'est plus capable de jouer que des blanches et des rondes. Mais c'est encore pas mal, monsieur tout le monde, de faire des rondes comme ça. Je sais, docteur. C'est très gênant, mais depuis quelque temps, on est obligé de lui mettre des couches. Des protections, vous voulez dire? À mon âge, mon père, pareil. L'état du nez de votre papa s'est encore dégradé. Il est aujourd'hui très diminué. Je sais, docteur. Vous savez, il ne me reconnaît plus. Je ne le reconnais plus. Mais vous savez, madame, même simple, la vie peut être belle. Même si votre papa a perdu sa capacité à réaliser des choses complexes,
il gardera toujours la marche gracieuse des danseurs étoiles. Et le son de sa flûte sera toujours celui d'un virtuose. Vraiment, madame, même simple, la vie peut être belle. Vous êtes au courant que j'ai un Alzheimer? La mémoire, je l'ai perdue il y a quelque temps et depuis, je ne l'ai pas retrouvée. Je m'en rends compte, hein. Ce matin encore, je me suis perdu. C'est dur, hein. C'est une catastrophe. Je me rends compte que je ne suis pas dans mon état normal. C'est dommage de ne plus pouvoir vivre pleinement. Car j'embête mon frère, ma femme. Je m'en rends compte que je les embête. Je dépasse les bornes. Avant, je me suffisais et ça allait. Mais là, je dépasse les bornes. Tant que j'ai pu discuter avec mes frères et mes petits-enfants, ça allait. Ils s'en sont pas rendus compte. Je pense que je ne vais pas durer comme ça. Je ne veux pas y penser. Il y a bien quelque chose qui va se passer car ça ne peut pas durer. Peut-être que cela va s'arranger. Si je suis toujours cohérent dans ma tête, pas à moitié zinzin quoi, je veux bénéficier de tous les traitements qui existent contre mon cancer. Mais je ne veux pas que la maladie dure pour rien. Pour rien? C'est quand il n'y a plus rien qui marche, si je ne reconnais plus personne, si je ne réagis pas, si je n'ai plus ma tête, si je souffre ou que je fais souffrir les autres, je préfère partir. J'espère aller le plus loin possible quand même. Madame Cazenave. Oui, Madame Cazenave, chambre 502. Ah, oui, Madame Cazenave. Voilà, oui. Bonjour. Bonjour, justement, il fallait que je vous voie. Ah, moi aussi, ça tombe bien. En fait, son état n'évolue plus. Votre sœur ne reviendra plus jamais comme avant. Et je ne vous cache pas qu'il va falloir réfléchir à une solution pour l'après. Une solution pour l'après? Vous comprenez bien qu'elle ne va pas pouvoir rester dans notre service. Elle ne va pas pouvoir rester dans son service? Mais enfin, mais docteur, mais de quoi me parlez-vous? Mais où va-t-elle aller? Mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Dure journée. On n'est pas des pions. Vous n'avez pas le droit de renvoyer ma mère à Salis comme ça, dans son état. Pourquoi elle ne peut pas rester dans votre service? Vous demandez à mon mari de partir en long séjour en chambre double, dans son état? En fait, vous vous débarrassez des gens. 2 familles en colère dans le même après-midi. Dure journée. Je sais que ce n'est pas contre moi. Ils sont mal, en colère contre cette maladie. C'est si injuste. Finalement, ce mal, qui le représente mieux que moi? Alors je prends, stoïque. Je me fais violence. Difficile de ne pas répondre en mordant. Il faut calmer, recadrer, expliquer. Non, on ne peut pas garder tout le monde dans ce service. Oui, moi, si j'aimerais respecter sa volonté, son désir, son souhait, rester ici, j'aimerais pouvoir les accompagner tous, jusqu'au bout, jusqu'au départ. Je me dis que oui, j'aimerais que personne ne me parle de nombre de places limitées, d'hôpital plein à craquer, de durée de séjour limitée, d'équilibre financier pire, de rentabilité. Alors il pleure. On est désolé, docteur. Vous savez, ce n'est pas contre vous. Ils sont vidés.
Et puis, tout à coup, un regard, un sourire, un clin d'œil. Et je me rends compte que j'ai le pouvoir extraordinaire de soulager, de calmer avec 3 fois rien. Souvent, juste en étant là. Ils s'apaisent, je m'apaise. Qui suis-je pour avoir pris tellement d'importance dans leur vie? Maintenant, il va falloir apprendre à prendre soin de vous. Prendre soin de moi. C'est pour eux. Et c'est pour moi. Bonjour, petite fille. Ta grand-mère va bientôt arriver. Elle avait besoin de prendre l'air. Tu sais, ta grand-mère, elle est paralysée, mais elle comprend tout. Les gens qui la regardent, ils croient que sa tête est à l'image de son corps, mais ils se trompent. Il suffit de la regarder les yeux fermés. Mais tu as raison. Je connais même un renard qui dit que l'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais le renard, ça ne parle pas. Sauf au petit prince et aux princesses. Je vais regarder où elle est, d'accord? Oui. Au revoir. Je rêve son visage et décline son corps. Et puis je l'imagine habitant l'un des corps. J'aurais tant allé là, si j'avais su parler, comme le faire s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, la 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 Hier, la résidente d'une fille en fin de vie pleurait beaucoup et me disait qu'elle se sentait ridicule. Docteur, pleurer alors que ma maman a 92 ans. Mais pas du tout. Cette dame est en train de perdre sa maman. Peu importe l'âge, elle perd sa maman. Ce n'est pas rien. Quand ils rentrent en institution, ils doivent continuer à vivre et vivre jusqu'au dernier souffle. Nous devons toujours garder en tête qu'ils ont eu une vie avant. Ils ont vécu et de quel droit nous, soignants, nous pouvons tout changer. Gardons en tête que la personne a des envies. Laissons-les vivre, aidons-les à satisfaire leurs envies. Évidemment que parfois, pour des raisons médicales, nous sommes obligés d'aller à l'encontre de leurs souhaits. Mais à nous de rester vigilants. Ce ne sont pas des enfants. Je veux vivre encore. Je suis heureuse de voir que ma famille s'agrandit.
Je viens d'avoir un arrière-petit-fils. C'est pas beau, ça? Une chose m'inquiète, cependant. Je ne veux pas rester grabataire dans mon lit à regarder le plafond. On en voit ici, dans leur fauteuil. Ils ne parlent plus. Ils sont là. Juste là. Est-ce une vie? Monsieur Bordenave, ça va pas fort, on dirait, aujourd'hui. Des douleurs? Des angoisses? Dites-moi ce qui est le plus dur pour vous en ce moment. Je ne vais plus pouvoir manger comme tout le monde, pas que des liquides. Mais, monsieur Bordenave, des liquides, ce n'est pas un repas. Vous aimez manger? Bon, dites-moi, racontez-moi. Quel est votre plus beau souvenir de fête? Je me rappelle, oui, un beau souvenir. C'était la communion du petit. On était presque 350. Ah, quand même. Oui. Il y avait mon neveu, celui qui chante, il était venu avec des amis qui chantent dans un petit village à côté de Castétis. Il était venu et après c'était un peu la fête et puis je me rappelle comme si j'y étais. C'est vrai. Et ensuite il s'était mis à chanter. Il s'était mis à chanter. Il y avait... C'est là. Dans votre souvenir, rien ne se mange en dehors du vin qui se boit. Mais... Ouais, c'était un vin qui c'est là. On avait de très bonnes bouteilles. Ah bon? Oui, qu'on avait pris, qu'on avait acheté. Ça s'appelait le Cheval Blanc, 1990, on avait tout bu. Un cheval blanc? Sauf une bouteille. Il était bon? Ouf. Et on l'avait fait cacher pour pas que ma femme la trouve. C'était ça le Francis Planté. Oh, et si on la buvait? Ah oui, mais vous m'avez interdit de boire, parce que je peux retomber dans la dépendance. Non, non. Remarque. Un cheval blanc? Oui, si vous me le proposez, c'est que vous croyez plus à l'avenir. Non, 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 non. Au point où j'en suis maintenant. Est-ce qu'on peut appeler votre petite fille? Je vais... Attends un peu. Je vais la prendre. Je vais appeler... Je vous tiens le... Je vous tiens? Non, non, c'est à moi. D'accord. Attends, je l'appelle. Allô? C'est la petite... Attends, c'est la petite Christine. Ah non, mais écoute, il faut que tu me... C'est le docteur qui veut une bouteille. Elle est salle Francis Planté. Oui, il faut que tu l'attrapes tout de suite. Hein. Elle est salle Francis Planté, tu le fais doucement. Elle est en haut
derrière, je l'avais mis derrière les dossiers à droite. La bouteille, il faut la porter tout de suite. Cherche bien, elle y est. Elle doit y être, hein? Elle doit y... Cherche-la. Ah! Tu l'as? Oui. Ne fais pas de bruit, descends. Et on va la prendre. Oui, il faut la porter ici. C'est pour votre grand-père. Della noche de la gran ciudad, volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció si de repente fuera por ahí. Aquella gente que música no era para mí. Un hombre viejo me acercó y me habló. De Navidad, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me ha recordado, un pueblo blanco que diré detrás del mar. Con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir, de cómo padre, hermanos, novias quedaron aquí. Y aquí quedó dentro de ellos el corazón. Quizás un día la fortuna va a sonreír. De pronto nadie recordará que estuvo aquí. Y volverá al pueblo blanco al hogar. De Navidad, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me ha recordado, un pueblo blanco que diré detrás del mar. De Navidad, con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De Navidad, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me ha recordado, un pueblo blanco que diré detrás del mar. De Navidad, con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar, al hogar, al hogar.
comme si ça ne suffisait pas, je mange mixé. Ce n'est pas appétissant. On ne sait même pas ce qu'on mange. Je sais que c'est ma faute, je suis très gloutonne. Je mange trop vite. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne pensais pas devenir comme ça un jour. Vivre comme ça. C'est très dur pour moi. Des fois, je me dis qu'il faudrait mieux être au cimetière. C'est égoïste peut-être, mais c'est ce que je pense. Pourquoi vous m'avez surveillé pendant le repas? Je me suis mangé la corbeille de pain pour me venger du pain de mie que vous me donnez tous les jours. Personne n'a rien vu. Si je m'étais étouffé, ça aurait fait le spectacle. Et moi, je serais morte en me faisant plaisir. Madame B de notre maison de retraite mange en texture lisse car il y a un gros risque de fausse route. Elle refuse et veut manger entier car pour elle, elle préfère mourir en mangeant quelque chose qui lui fait plaisir. Après discussion en équipe avec le médecin, avec son fils, tout le monde est d'accord pour qu'elle mange entier. Moi, en tant que soignant, avec une certaine sensibilité, je respecte son choix. Mais je croise les doigts qu'elle ne fasse pas de fausse route avec moi car je m'en voudrais énormément. Son désir est respecté, mais sachant que c'est un risque mortel, est-ce bien de le respecter? Malgré tout, je pourrais me consoler avec l'idée d'avoir satisfait sa demande. J'ai sans doute un travail à faire. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur tout le monde. Comme je vous le disais lors de notre dernière consultation, l'état de vie de votre papa est très diminué. Il va peut-être falloir penser à le mettre en institution. Comment ça? En maison de retraite. Ah, mais ça, c'est compliqué, docteur. La maison de retraite, papa. Oh non, je crois que mon père voulait rester à la maison, docteur. Enfin, bon, maintenant, il peut plus le dire, mais... Oh, c'est compliqué, ça, docteur, parce que... La maison de retraite... Oh, forcément, il passe de la musique enregistrée, c'est sûr. Parce que... Lui, son instrument, c'est la flûte, vous comprenez? Alors... Je ne sais pas quoi vous dire. Oh, c'est compliqué, docteur. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Vous devez avoir l'habitude. Dites-nous ce qu'il y a de mieux pour mon père. Preuve que la réflexion n'est pas simple. Mesdames, messieurs, la réflexion. Vous avez, docteur, un énorme pouvoir et par conséquent une énorme responsabilité. Étant l'image de votre réflexion, je vous repose la question de la famille. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la situation de Monsieur Tout-le-Monde? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Mais c'est bien embêtant, ça. Parce qu'un docteur doit savoir. Un docteur, c'est quelqu'un qui sait. Éventuellement, vous pouvez demander de l'aide. Ah. Alors je demande le vote du public. Il demande le vote du public. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Installons le vote du public. Allumez la salle. Mesdames, messieurs, vous avez dans vos programmes 2 cartons. Un vert, un rouge. Gardez-les précieusement, car vous en aurez besoin tout à l'heure, vous allez devoir voter. Mesdames, messieurs, la cour. Nous avons réuni 350 jurés d'assises afin de statuer sur le conseil le plus approprié que doit donner ce médecin. Afin d'avoir un vote éclairé et impartial, nous allons écouter les plaidoiries du procureur de la République et de l'avocat de la défense. La parole est au procureur de la République. Président, mesdames et messieurs les jurés, je voudrais tout d'abord mettre en cause la partialité de cette mise en scène. Ce médecin réfléchit comme dans un procès d'assises. Il traite Monsieur Tout-le-Monde comme un accusé, un coupable condamné à une mise en institution. Comme une incarcération? Voilà donc l'image que ce plaidoyer sous-entend. Les EHPAD seraient donc des prisons?
Tenez-vous-en au fait, maître. Quels sont pour vous les avantages d'aller en maison de retraite? En EHPAD, monsieur le président, en EHPAD. Vous avez lu la définition, j'espère. Oui, oui. Si je m'en tiens aux faits, ils sont les suivants. Monsieur Tout-le-Monde présente une dégradation très alarmante de son état de santé. Or, la question à se poser est, malgré toutes les aides déjà mises en place, peut-il être en état de vivre tout seul à domicile dans une maison aussi isolée que la sienne? Notre société se doit de protéger les faibles et les malades. Or, si je lis le procès-verbal, le 17 juillet à 16h30, Monsieur Tout-le-Monde a été retrouvé à 3 kilomètres de chez lui, ne sachant plus dire ni son nom, ni son adresse, ni le motif de son déplacement. Les voisins l'ont reconduit à la ferme, où il vit chez sa fille. Cette fille, certes très dévouée, mais qui travaille toute la journée. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je vous pose la question suivante. Peut-on dignement laisser Monsieur Tout-le-Monde vivre seul? Peut-on prendre ce risque? Notre société a-t-elle le droit de prendre ce risque? Merci, maître. À vous, maître. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, nous ne sommes pas là pour juger d'un risque qui, par définition, n'est pas survenu. Sinon, ça ne s'appellerait pas comme ça, on est d'accord. Mais d'une réalité. Mais hé des putes, il a toujours dit qu'il ne voulait pas aller à la maison de retraite, on est d'accord? En EHPAD, maître. Oui, oui, en EHPAD. Poursuivez. Nous reprendons. Les membres de la famille de Monsieur Tout-le-Monde sont unanimes. Et je cite son petit-fils. On a eu le petit-fils? Ah, Kezakio. Allez-vous, monsieur. Il souhaite rester dans sa maison et mourir où il est né et où sont nés et morts ses grands-parents avant lui. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors certes, rien n'a été écrit. Mais qui parmi vous, a mis ces directives anticipées par écrit, datées et signées? Oui, madame? Ah, on est d'accord. On est d'accord. Objection, votre honneur. Le petit-fils n'a pas été désigné comme personne de confiance, que je sache. Objection retenue. Nous n'avons en effet dans le dossier aucune personne de confiance désignée par Monsieur Tout-le-Monde et qui pourrait légalement parler en son nom. Bon, eh ben, hein, ici, tout chins papé. Même quand on chante, c'est chins papé. Les chins amis, chins papé. D'accord. Bon. Ici, on parle de souhaits exprimés, de désirs provoqués. Alors, certes, nous voulons prendre un peu de risque, car c'est bien là le thème de notre spectacle, il me semble, non? Vous voulez quoi? Une société zéro risque ou une société zéro respect de ses choix? Vous voulez quoi? Une mise en institution, même pas? Merci, maître. La séance est levée. Nous allons pouvoir passer aux délibérations. Je demande à tous les musiciens, danseurs, chanteurs qui ne sont pas jurés d'évacuer la salle. Mesdames et messieurs, vous allez devoir voter à 2 questions. Première question. Doit-on privilégier la sécurité de Monsieur Tout-le-Monde? Autrement dit, doit-on l'accompagner vers un EHPAD? Votez. Oui, non, non, oui. Votez, messieurs, dames, on a besoin de vous. Votez, votez, votez. Votez. Votez vers là. Plus de verre, plus de verre. Merci, merci. Vous n'avez pas mis de on va regarder les résultats de la première question. Ok, 60% la première question. Deuxième question. Doit-on respecter les choix de Monsieur Tout-le-Monde? Voter. Oui, non. Respecter ses propres choix. Non.
Bon, regardons le résultat. L'article consent pour le respect de ses choix. Conformément au pouvoir qui vous est donné, voici le vote du public que vous avez requis. Bon courage. Moi, je ne voulais pas aller en maison de retraite. J'aurais pensé finir ma vie chez moi, dans mon jardin. Je sais que je tombe souvent, très souvent même. Mon coccyx n'en peut plus. Je crois que je ne vais jamais m'habituer à cette maison. Je me sens en prison. Dès que je vais quelque part, j'entends « Où allez-vous? Non, revenez, vous ne pouvez pas aller là, il pleut, revenez, revenez. » Mais mince, je ne peux rien faire. En plus, je suis très timide, donc je n'ose pas aller vers les autres. Alors, je reste là. J'attends. J'observe. Moi, je ne voulais pas aller en maison de retraite. J'avais le souvenir de ma maman qui était placée dans un établissement et qui pleurait beaucoup. Tout le temps, en fait. Nous sortions maman de cet enfer dès que possible. J'avais donc beaucoup de réticence, mais je ne voulais pas aller chez mes enfants. J'ai 2 fils. Je ne voulais pas être un poids pour eux. Ils ont leur vie, leurs habitudes, leur famille. De toute façon, ils ne me l'ont pas proposé. Ici, ce n'est pas toujours facile. Nous n'avons pas tous la même éducation, les mêmes sujets de conversation, et il faut accepter ceux qui ont perdu la tête. Ceux qui crient ou ceux qui parlent pour ne rien dire. Ici, il faut se plier aux horaires, des repas, des toilettes, mais à bien réfléchir, ce n'est pas contraignant. Si chacun choisissait, imaginez la pagaille. Je m'habitue d'autant plus que je déteste être seul. Ici, je me suis fait des amis. Je suis content d'être venu faire mon stage d'études ici. Cela m'a donné une bonne image des maisons de retraite et de la vie qu'on peut y vivre. Je pense maintenant qu'on peut aimer, créer, rire, on peut y faire des rencontres et lier des amitiés. Comment vous dire ce qu'il y a de mieux? Je ne veux pas avoir ce pouvoir. Écoutez, avant de prendre une quelconque décision, allez donc visiter un EHPAD avec votre papa. Vous verrez, même s'il manque de moyens, les professionnels font un travail de chorégraphie épatant pour aider chaque résident. Monsieur tout le monde, venez avec nous. Monsieur tout le monde, venez. Viens, papa.
Un jour, on m'a dit que j'avais le cancer du côlon. Je me suis dit, maintenant que tu vas mourir, réfléchis à qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Eh bien, j'en ai bien profité. J'ai essayé d'être heureux pour donner l'exemple, comme disait Prévert. Vous savez, Yvan Audouard disait « Le temps ne nous arrange pas, mais les souvenirs s'améliorent dans la cave de la mémoire. » Le temps ne nous arrange pas, mais les souvenirs s'améliorent dans la cave de la mémoire. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des souvenirs sont perdus quand arrive l'échéance. Moi, j'ai la chance d'avoir une cave pleine. Et quand c'est difficile, je descends dans la cave. Mes meilleures bouteilles, c'est sûrement mon métier. J'ai eu des rapports tellement extraordinaires avec mes élèves. Ils m'ont beaucoup apporté. Les souvenirs, il faut les faire vivre. Et pour cela, il faut en parler. Travailler auprès de personnes âgées est très enrichissant. Si on sait les écouter, écouter leurs histoires de vie, leurs envies de vivre ou pas, si on les écoute tout simplement en fait. Je suis un enfant victime de la guerre 39-45. C'était la misère. J'avais 9 ans quand la guerre s'est déclarée. C'était le temps des Allemands.
Nous avons été séparés de nos parents avec interdiction de les voir. Nous avons été placés les 7 enfants dans des familles différentes, pupilles de la nation. Nous n'avons jamais revu nos parents. J'en ai retenu une souffrance morale et physique. À la fin de la guerre, j'étais l'aîné. J'ai regroupé mes frères et sœurs. Quand je me suis marié, c'était comme mes enfants. Mes frères et sœurs m'adorent. Ils ont du chagrin de me voir malade. Ma famille, mes enfants, c'est sacré. Le temps ne nous arrange pas, mais des souvenirs s'améliorent dans la cave de la mémoire.
Ah, docteur. Oui, monsieur le directeur. Justement, je voulais vous voir. Alors, ce spectacle sur les désirs, ça avance? Bah, écoutez, ça avance très bien. J'ai déjà contacté un cœur de Castétis. Ouh là 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 là. Allez-y doucement, hein. Tant qu'on n'est pas sûr des financements, on y va doucement. Trop tard, monsieur le directeur, ils sont d'accord pour jouer à notre spectacle. Ah, bon. Mesdames et messieurs, les Kinzamix. J'ai également vu monsieur Laurent Dabilico, le directeur de l'école de musique. Ah oui, déjà. Ils sont d'accord pour venir jouer. Bien. Mesdames et messieurs, les musicales. J'ai également parlé avec Angeline Cruz, la directrice de l'école de danse des Capucins. Ils sont d'accord pour venir. Mesdames et messieurs, les Capucins. Là, je m'appelle. Et pour les acteurs, vous allez faire comment pour les acteurs? On a créé une troupe de théâtre avec le personnel de l'hôpital. Mesdames et messieurs, la troupe Fin de vie. Et avec la participation de Lucas Mainviel, élève au cours Florent de Bordeaux. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai des applaudissements très chaleureux pour celles sans qui ce spectacle n'existerait pas, à l'écriture, à la mise en scène, au décor et un peu à tout si je puis dire, qui a fait preuve d'une énorme patience avec notre troupe d'amateurs, Madame Christine Coste. J'ai quelques mots à rajouter, si vous me permettez. Bon, sur scène, vous n'avez vu que la partie visible du projet, mais il nous faut également remercier tous ceux de l'ombre, en particulier nos partenaires financiers, alors la Fondation de France, la mairie d'Orthès, l'hôpital d'Orthès, mais aussi l'ensemble des EHPAD du secteur qui ont fabriqué les décors, mais également l'IFSI, l'association Alliance, l'imprimerie Moulia, les pompiers d'Orthès, les amis et le personnel de l'hôpital, principalement ceux du service Locamine.
avec un merci spécial pour celles qui ont géré la billetterie. Et je finirai par un grand merci à Philippe et Ludo, à la lumière et au son. Et le projet continue. Le projet continue. Avec la photographie. Vous avez pu voir dans le hall des photos de Sébastien Arnoutz qui vont être disponibles dans la semaine sur son site, mais qui vont également être en exposition dans les différents EHPAD du territoire et également dans certains lieux publics de la ville et du Béarn. Il y aura également un film, puisqu'aujourd'hui la représentation a été filmée, qui sera disponible avec des projections qui seront organisées dans les différents EHPAD. Et enfin un livre, puisque ce que Lucas a pu vous lire durant le spectacle, c'était qu'une toute petite partie des dizaines de témoignages qu'on a pu recueillir durant l'année 2018. Et donc une journaliste a repris l'ensemble de ces témoignages et les a mis en page dans un recueil qui est à la vente à la sortie du théâtre, avec une libre participation. Et les fonds iront à l'association Synapse, qui a pour but de promouvoir les soins palliatifs sur l'hôpital d'Orthez. Voilà, donc si jamais il n'y a pas le livre que vous souhaitez ou si vous en voulez des volumes plus importants, surtout n'hésitez pas à nous le dire, on pourra les faire réimprimer. Cette fois, j'en ai terminé. Merci beaucoup à vous. Alors, c'était la dernière. Vous avez beaucoup de chance parce que ça a été la meilleure. Vraiment. Ce que je voulais vous dire juste, c'est que ce spectacle, il a été créé pour une seule chose. Je l'ai écrit pour que, à partir de maintenant, votre vie, vous la remplissiez de gens et de choses que vous aimez, de façon à en faire un trait épais. Et que tous les jours, vous puissiez relire votre vie et votre journée en vous disant « Aujourd'hui, mission accomplie. J'ai eu fin de vie. Je vous souhaite une bonne journée. » Non sei tu questo grido, come amavi le piante nei verdi su qui che la mera se, patapim patapam, non sei su che m'arriva, che c'è un'aria a metà che la rosso cammina tu me, non sei farlo solo, ma io che l'hai cantato. La vede passaggio che vivi al cielo mattina la tre non sei farlo solo dai un bene cantato dalla verde pensare la mente lo dico e al re io to spenta le sade e di giorno e di sade io la vena non sera meno jamais come va ni lugar de la terre ni lugar de la paz ni lugar do bailante ganado su rey que vou usar